Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre émission Peuple Mokondi de ce jour. Vous avez tous appris et suivi la conférence de presse tenue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au courant de laquelle il a abordé plusieurs questions socio-économiques de notre pays, la République démocratique du Congo, raison pour laquelle nous allons en parler au cours de cette émission. Et pour approfondir ces sujets abordés par le chef de l'État, je reçois pour vous deux journalistes analystes politiques et économiques de notre pays. Il s'agit à ma gauche de M. Onassis Mutombo, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour et bienvenue à vous. Merci. C'est votre deuxième fois sur ce plateau. Hein? Voilà. Et pour la première fois, je reçois pour vous M. Gardi Mike Diana. Bonjour. Bonjour cher ami, merci pour l'invitation. Voilà, journaliste, analyste politique, économique. Exactement. Voilà, c'est avec les deux journalistes que nous allons aborder quelques points de la conférence de presse du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Nous allons commencer par une question musicale qui intéresse presque tout le monde. Le chef de l'État, je commence par vous, M. Mutombo, a promis de décorer l'artiste musicien Fally Ipupa dès son retour en République démocratique du Congo. Et du côté gaulois, comme d'habitude, les Gaulois, je viens de suivre sur TikTok et bien d'autres réseaux sociaux les réactions des Gaulois qui pensent que le chef de l'État a bêti faire égal à 12 bâtiments Mwamba, a bêti code 16. Donc, Atangi Kofi, Atangi Fally, Atangi même Ranson, mais Atangi faire égal à T, ça crée la polémique dans les réseaux sociaux. Vous, en tant que journaliste, analyste musical notamment, ça vous inspire quel commentaire cette promesse tenue par le chef de l'État et la polémique sur les réseaux sociaux? Oui, merci beaucoup. À mon humble avis, je dirais que ceux qui l'ont conseillé ont peut-être omis de mettre sur sa table cette polémique qui existe justement dans la musique congolaise depuis les temps. La musique congolaise a toujours eu des adversités. Quand on cite Gaz Mawete, on voit directement Innocent Baloumé. Quand on cite Ouera, on voit JB. Quand on cite actuellement Fally, on voit Carmen Ferré. Mais je me mets aussi à la place du chef de l'État quand il citait, je pense, qu'il pensait à un moment de citer le grand concert qui s'est passé au niveau de l'Europe. Et c'est vrai que Ferrego là aussi a un grand concert, mais il a cité de rendez-vous qui soient plus proches. Mais moi, mon plus grand souci, mon plus grand problème n'est pas seulement à ces niveaux-là. Mon plus grand regret, c'est que dans cette conférence, sans manquer des journalistes spécifiques pour aborder des questions bien précises. Quand on parle du secteur culturel, il faut qu'il y ait des gens, moi j'ai toujours plaidé, il faut qu'il y ait des journalistes culturels qui posent des vraies questions cadrant dans ce sens-là. Aujourd'hui, le secteur culturel fait face à des vrais problèmes, notamment l'instauration d'un organe public de gestion des droits d'auteur. Il y a un bicéphalisme qui règne depuis longtemps au sein de la SOCODA. La SOCODA, c'est la Société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins. Il y a deux ailes. Elle, Blaise Boula, c'est à Kassavoubou. Elle, Nyokalongo Zaïko, c'est au niveau de la commune de la Gombe. C'est un problème. L'autre problème, c'est aussi les financements de la création, l'encadrement des talents. La culture n'a pas un vrai budget pour accompagner justement la vision d'un Congo puissant, d'un Congo moderne, d'un Congo qu'on veut soft power. On cite Fally comme étant un élément majeur du soft power. Oui, on applaudit. Il sera décoré, on applaudit. Mais derrière Fally, qui sont ceux-là qui l'accompagnent? Est-ce que Fally aujourd'hui peut se dire que j'ai été accompagné par les gouvernements congolais? Quel est le mécanisme autour de Fally? Quel est l'écosystème derrière Fally pour que après Fally ou avec Fally autour qui est de l'accompagnement? Parce que Fally n'est pas le seul à jouer des concerts en Europe. Il y a Héritier, il y a Fabregas, il y a Innocent Baloumé, il y a Ranson, il y a Kofi Olomide. Mais c'est ceux-là, ils sont accompagnés par une structure ou une politique pour le permettre aussi de briller. Parce que quand un musicien ou un footballeur brille au niveau de l'Europe, c'est aussi le drapeau de la République démocratique du Congo qui flotte, qui justement amène directement avec lui tout ce dynamisme au niveau national. Mais je trouve que le Congo a toujours tendance à applaudir les individualités, mais ne veut pas encadrer justement une société
une collectivité pour qu'enfin plusieurs personnes brillent au même moment. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Gardi Diana. Vous avez suivi avec moi la conférence du chef de l'État. Il a promis de décorer Fally Ipupa dès son arrivée au pays. Et Fally Ipupa mérite cette décoration, je voulais dire. Je crois que ça, c'est une matière propre à Onassis Mutombo. Je vais lui laisser prendre le devant. Moi, je ne suis pas très calé sur les questions musicales. J'aime la musique, j'écoute. Mais je ne suis pas de ceux qui partent sur une société basée sur le polémique. Mais la vérité, c'est que, qu'on le veuille ou non, je suivis quelques réactions de la part de ceux qui aiment faire rigola. Seulement, il y a une différence qu'il faudra faire. La reconnaissance qu'on veut accorder à Fally est une reconnaissance à la suite d'un événement. Ce qui est différent d'une reconnaissance qu'on voudrait donner aux différents artistes tenant compte d'un palmarès. Aujourd'hui, il a fait quelque chose d'historique et que la République estime qu'autant qu'on l'a fait pour les footballeurs, on peut le faire pour un musicien, autant que ça peut se faire également pour d'autres disciplines. Maintenant, dans la sociologie et dans le contexte anthropologique, il faut souvent éviter de pouvoir engendrer ce genre de conflit parce que j'aime souvent rappeler aux gens qu'on est parti vers la dynamique d'indépendance après une frustration née du football. Dans la société, il faut toujours faire un effort. Et aujourd'hui, la musique a presque pris les pas. Si vous voulez, c'est vrai, le Congolais aime le football, mais le football européen. Le football congolais a perdu de sa place dans le contexte sociologique aujourd'hui. À part les léopards, je ne suis même pas sûr que quand nous autres courions derrière après le cours à l'université pour aller voir miser les poissons, je ne suis pas sûr que c'est le cas aujourd'hui pour la Lina Foot. Donc on est dans un contexte où il faut toujours tenir compte de la plupart de cette ambivalence-là. Je trouve la polémique assez logique parce qu'on parle des fanatiques. Il y a des gens qui ont une préférence pour Fally, pour Ferré. Si aujourd'hui on veut décorer Ferregola, les autres voudraient également qu'il y ait une forme de reconnaissance. Mais la différence c'est qu'ici on reconnaît quelqu'un pour une œuvre accomplie. Quand Ferregola fera un exploit, peut-être que le gouvernement pourra faire autre chose. Donc je crois que dans ce contexte-là, oui, mais les questions musicales et polémiques, je regarde en tout cas de très loin. Voilà, c'était juste un petit biscuit avant d'aborder d'autres sujets abordés dans cette conférence de presse. Commençons par le troisième mandat. Tu sais qu'il s'est dit prêt pour un troisième mandat si le peuple congolais le veut. Vous, en tant que journaliste, analyste, c'est là que vous espérez quel commentaire quand on sait que le chef de l'État a un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Et tu sais qu'il est à son deuxième mandat qui est le dernier, mais veut faire un troisième si le peuple le demande. Si on va sur le postulat des départs, la logique du troisième mandat ne tient pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si la base pour voir un autre mandat, c'est réviser la Constitution, on parlerait d'un nouveau mandat, pas d'un troisième, parce que les deux mandats sont basés sur un socle légal, ça veut dire la Constitution. Or, cette Constitution, elle limite à deux. Renverser l'ordre politique pour pouvoir commencer une nouvelle Constitution, c'est remettre la machine à zéro. Je pense que l'expression qu'on devrait utiliser logiquement, c'est Tshisekedi va à un autre mandat. Parce que ce mandat-là n'est possible que sur base d'une nouvelle Constitution. Je ne sais pas pourquoi on s'étonne, moi je trouve que c'est assez clair depuis un certain moment. Il a été le premier à lancer et de dire qu'il mettra en place un comité scientifique pour réfléchir sur les possibilités de changer ou de réviser cette Constitution. Aujourd'hui, il est revenu sur un terme assez précis sur la notion du changement de la Constitution. Moi, ça ne me surprend pas. Parce que, politiquement, dans la hiérarchie, essayons de réfléchir, il a pris le pouvoir, il a dit lui-même qu'il se sentirait effectivement président si jamais il réussissait à résoudre le problème de la crise de l'Est, ce qui n'est pas le cas. Quand vous regardez, l'UDPS a dit qu'on gardera le pouvoir jusqu'au retour de Jésus-Christ. Sont des ambitions légitimes parce qu'en tant que parti politique, ils peuvent conquérir. L'ANC en Afrique du Sud est au pouvoir depuis près de 40 ans maintenant. Donc ça, c'est l'ambition légitime. Mais le problème, c'est au niveau, est-ce que l'UDPS se résume à la personne du chef de l'État? La réponse est claire. On n'a pas pris le temps de préparer un candidat capable de succéder, de pouvoir implémenter une politique cohérente définie au sein du parti politique. Et je ne suis pas sûr, permettez-moi d'être très direct, qu'aujourd'hui, il se sentirait très à l'aise d'avoir un opposant reprendre le pouvoir. Est-ce par crainte? Est-ce par avarice du pouvoir? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que l'absence de la préparation d'un dauphin au niveau de l'UDPS fait aujourd'hui que les visées de conservation de pouvoir se focalisent sur la personne de Félix Tshisekedi. Maintenant, sur la question de fond sur le changement de la Constitution.
Je l'ai dit haut et fort, je l'ai toujours dit aux gens, moi j'ai pas un problème que ce soit révision ou changement de la Constitution. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on parle d'un problème, on est beaucoup trop sur les débats juridiques. Or, la question du changement de la Constitution, téléologiquement, c'est une question sociologique. L'objectif, c'est de viser le bien-être de la population et l'intérêt général. La procédure est judiciaire, les agrégats politiques sont des mises, mais la finalité de cette révision doit être dans une approche sociologique. Quand on veut changer la Constitution, la règle voudrait qu'on arrive à nous expliquer en quoi cette idée de basculer vers une 4e République permettrait à la RDC, aux Congolais que nous sommes, de manger à satiété, de pouvoir espérer un développement, de pouvoir profiter de potentiel de cette République qui a une vocation de puissance. Dès lors qu'on sait nous expliquer, et qu'avec une pédagogie cohérente, mais également avec l'adhésion des différentes forces politiques et vives de la République, je ne suis pas sûr qu'un Congolais s'opposera. Mais quand vous engagez un débat aussi sérieux, avec autant de légèreté, quand un débat pareil est engagé par des gens qu'on a envoyés qui souffrent d'un problème de crédibilité, ça ne prouve à suffisance que s'il s'agirait d'un forcing purement politique. Et c'est là où le bas blesse. Réfléchir sur le changement de la Constitution n'est pas un problème. Certes, dans l'historicité, on est habitué à voir un changement dès lors que l'ordre politique est renversé. Aujourd'hui, on a une Constitution, je le dirais sans crainte d'être contredit, qui, de l'histoire de la RDC, la meilleure Constitution, parce que cette Constitution nous a permis d'avoir 4 cycles électoraux. Cette Constitution nous a permis d'avoir pour la première fois une passation de pouvoir pacifique et faire de nous un cas d'école au niveau de la sous-région. Cette Constitution nous a permis d'avoir des agrégats, de bâtir une structure économique qui sert des bases aujourd'hui au chef de l'État. Cette Constitution nous a permis aujourd'hui d'avoir des institutions solides. Et donc, si on veut le changer pour un État qui vient d'un passé assez sombre, il faut nous prouver en quoi ce que vous proposez est bien meilleur que ce que nous disposons maintenant. Or, le débat est vide, le fond n'existe pas. C'est là où on se dit, il faut éviter de légèreté dans des questions qui devraient être à la base des questions existentielles, où chaque personne, chaque intellectuel devait donner son point de vue dans le fond et comme dans la forme. On est resté sur les approches juridiques, on est resté sur les approches politiques, ce qui fait que déjà avant même d'arriver à cette question, les gens se referment parce qu'on ne voudra pas également aller dans une réforme qui donnerait une carte blanche à des individus pour pouvoir s'enrichir et se maintenir au pouvoir, particulièrement la plupart des mouboutistes, anciens kabylistes qui sont autour de lui aujourd'hui, qui ont certes peur de se dire qu'adviendrait-il de nous, nous qui avons pris les devants pour insulter son prédécesseur, si jamais les choses s'arrangeaient aujourd'hui et que l'ancienne famille politique revenait au pouvoir, est-ce qu'on va encore faire de cette transhumance-là? Les gens jouent à leur propre survie, il ne faudra pas le faire endosser sur des questions aussi existentielles. Donc la question sur les débats est une question légitime scientifiquement, mais politiquement, il nous pose problème parce qu'on a l'impression d'avoir en face de nous un débat presque orienté qui vise les intérêts des individus. Et c'est là où, pour moi, j'ai l'impression que ça bloque un tout petit peu et ça ronronne. Un débat presque orienté, M. Mutombo, vous avez suivi la conférence chef de l'État. UDPS hier au pouvoir a organisé plus d'une fois des manifestations pour dire non au changement de la Constitution. Parce que l'ancien président voulait aussi faire la même chose. Aujourd'hui, UDPS au pouvoir est pour le changement de cette même Constitution qu'elle protégeait hier. Le chef de l'État est de l'UDPS. Je rappelle que lui aussi a pris plusieurs fois part aux manifestations pour dire non au changement de la Constitution ou à sa révision. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ces changements de position hier et aujourd'hui? Bon, merci. À mon humble avis, l'UDPS est aujourd'hui dans sa logique d'attente. Parce que si vous regardez depuis les référendums à l'époque de Joseph Kabila, l'UDPS avait demandé qu'on ne va même pas voter, qu'on vote par contre non. Et la constitution est passée, nous avons cette constitution. J'ai aimé l'intervention de mon ami qui a dit que ça nous a permis justement d'avoir une base logique d'un État qui existe. Et cet État nous permet aujourd'hui de savoir que pendant une période, la RDC devait avoir des élections. Alors, moi, ma plus grande crainte dans ces débats pas structurés jusque-là sur les changements ou la modification de la Constitution, c'est au niveau des éléments que le pouvoir ou que les régimes nous renvoient, nous en tant que citoyens, nous en tant que scientifiques. Jusque-là, nous ne savons pas les articles qu'il faut modifier, pourquoi le modifier,
et avec quels objectifs bien déterminés ou bien visés. Partant sur un débat, par exemple, sociologique. Aujourd'hui, nous avons des cas de lois, par exemple, qui existent ici en RDC, qui datent, par exemple, de 1960, qui datent de 1940, que nous avons jusqu'à ce jour. Et ces lois-là arrivent justement à nous guider, bien que nous avons à ce jour un État presque moderne. L'autre question, c'est aussi au niveau de son intervention, quand il dit qu'il n'est pas prêt pour un troisième mandat, mais qu'il est si le peuple le veut. Si le peuple le veut. De l'autre côté, il parle encore d'un fait qu'on ne peut pas organiser les élections quand, si par exemple la ville de Gomaé et de Bukavu reste encore occupée. Donc je me dis que le chef de l'État est en train de se lancer dans un bicéphalisme que lui-même n'arrivera pas à s'expliquer. D'une part, si ce peuple-là vous dit que vous devez rester au pouvoir après troisième mandat, ça va se faire comment? Normalement, le peuple ne se manifeste que le peuple n'agit que par rapport à un référendum. Devons-nous organiser les référendums devons-nous organiser les référendums sans Goma et Bukavu? Sans Bunagana, je parle de la moitié de Nord et Sud Kivu. Là, on peut organiser les référendums. Est-ce que nous ne devons pas organiser les élections sans ces partis-là? Donc, c'est dans ces débats-là flous que j'estime. Alors qu'il y a un cas de jurisprudence, nous avons eu des élections sans Béni Boutembo, parce qu'il y avait des conflits dans ces deux contrées de la RDC. Bon, justement, c'est ça le cas d'inquiétude que moi j'ai, parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore la totalité des gestions de ces deux grandes villes-là. Devons-nous organiser des référendums sans ces villes pour lui permettre, parce que c'est le seul moyen que le peuple se manifeste pour accorder, par exemple, à Tshisekedi de continuer le pouvoir. Là, c'est un cas. L'autre cas, si nous ne devons pas organiser les élections parce que ces deux grandes parties-là ne sont pas gérées par le pouvoir de l'État, j'estime que Tshisekedi doit bien encadrer justement ses collaborateurs pour nous permettre de mieux comprendre, de mieux cerner ses idées, afin que ces débats sur le changement de la modification de la Constitution soient à un niveau que chaque personne, chaque Congolais arrive justement à cerner ce que veut les régimes Tshisekedi. Parce que jusque-là, on dirait que ces débats, comme l'a dit M. Diana, on dirait que ces débats, les gens qui en parlent mettent beaucoup plus de sentiments que des réflexions profondes. Nous avons vu d'ailleurs à l'époque, monsieur, il est un professeur de l'Inukine, Bouchab, qui avait écrit un ouvrage pour justifier justement à l'époque le vouloir de changer la constitution pendant Joseph Kabila. Il y avait quand même un ouvrage, les gens pouvaient lire pour comprendre au moins l'idée derrière. Mais jusque-là, sur le plateau, les régimes Tshisekedi ne nous met rien qui nous permette justement de discuter, d'aller peut-être en cours de préparation. Hein. Ben justement, quand c'est en cours de préparation, mais il fallait peut-être attendre aussi. Et que quand on balance les éléments, et les scientifiques, la population, le Congolais en général, auront au moins des éléments probants qui permettent justement de débattre sur des faits qui existent. Par exemple, quand on parle de... j'ai suivi... On dit que la constitution congolaise n'a pas mis les nombres de kilomètres carrés de la République démocratique du Congo. J'ai fait des recherches, nous ne sommes pas les seuls à ne pas inscrire justement dans la constitution les nombres de kilomètres carrés du pays. Ah bon, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on écrit? On dit, non, il fallait refaire justement, reprendre l'organisation des élections, par exemple, présidentielles à 2 tours. Ce sont des questions que nous devons nous mettre d'accord sur ces principes pour que ces éléments-là soient des éléments concrets, afin que chaque Congolais sache au moins si nous voulons modifier la Constitution, ça sera tel élément, ça sera par rapport à tel article. Si nous voulons changer la Constitution, ça sera par exemple à ce niveau. Et d'ailleurs, si nous partons dans cette logique-là, à mon humble avis, si je réfléchis comme tout le monde, à mon humble avis, le problème de modifier ou de changer la Constitution ne se pose pas. Les vrais problèmes, comme a dit mon ami, c'est au niveau par exemple du troisième mandat ou de l'après Tshisekedi où ça pose problème. Est-ce qu'après modification, changement de la Constitution, Tshisekedi sera toujours président? C'est ça le vrai problème que les gens refusent de dire tout haut. Et c'est ça, c'est que
en fait, les envoyés du régime disent, mais avec d'autres mots. Parce que, disons-le, que les collaborateurs de Tshisekedi veulent permettre à Tshisekedi de rester au pouvoir, parce qu'à l'interne, il n'y a pas celui qu'on a préparé pour justement les succéder. Alors, si on va modifier la constitution, soyons clairs, est-ce que ça sera avec Tshisekedi comme président de la République ou avec un autre? Donc je crois que les débats doivent se situer à ce niveau-là, et c'est aux membres du régime de Tshisekedi, aux collaborateurs de Tshisekedi, aux communicateurs, parce que c'est en vogue actuellement, de nous expliquer avec des éléments concrets, avec des éléments scientifiques, pour nous permettre justement de recadrer les débats. Voilà, pas d'élection en 2028, sur la guerre se poursuit au nord et au sud Kivu. À l'Est de manière générale, d'aucuns accusent le chef de l'État d'entretenir indirectement la guerre pour s'éterniser au pouvoir. Moi, de ce côté-là, je l'ai toujours dit que Joseph Kabila, l'ancien président, Nanga et ses collaborateurs, aident justement Tshisekedi à rester au pouvoir. Parce que, disons-le la vérité, si aujourd'hui Tshisekedi a dit qu'on ne peut pas organiser les élections sans Goma ni Bukavu, je dirais sans une grande partie du nord et sud Kivu, imaginez-vous qu'on se lève demain matin. Nanga et ses amis, ses collaborateurs disent qu'on se retire automatiquement du Grand Kivu. Est-ce que Tshisekedi aura encore une autre raison pour dire qu'on ne va pas organiser les élections? Donc moi, je l'ai toujours dit que si Tshisekedi demain restera au pouvoir après ces 2 mandats, ça sera avec la bénédiction de Joseph Kabila et de Nanga. Parce qu'au moins, les deux vont lui donner des béquilles. Parce qu'il dira que il y a instabilité de ce côté-là, je ne peux pas laisser le pays dans cette situation, donc je vais demeurer au pouvoir pour mettre fin à cette situation. Nous l'avons vu aussi dans d'autres États. Cela voudrait dire que Tshisekedi ne se sent pas encore dans sa peau du chef de l'État. Il a dit qu'il ne se sentirait pas à l'aise si il n'arrive pas à imposer la paix dans la partie est du pays, raison pour laquelle il veut faire un 3e mandat. Il y a un proverbe en Parce qu'il n'a pas réussi à imposer la paix. Il y a un proverbe en Chiluba qui dit que quand la viande est dure, on le mange avec le couteau. Donc, cela veut dire qu'en arrivant au pouvoir, il n'avait pas trouvé cette partie-là dans cette instabilité aussi criante. Donc c'est un fait. Pendant sa gestion, cette partie est devenue instable. Donc c'est une raison, c'est un alibi pour lui de vouloir demeurer au pouvoir. C'est pourquoi moi j'accuse toujours cette rébellion. C'est une raison. Oui, c'est valable. Je trouve que c'est valable. Parce qu'il s'est dit que cette partie-là, aujourd'hui, imaginons-nous que nous organisons les élections sans Bukavu, sans Goma. Je cite ces deux. Nous avons eu des élections dans ce pays, je le rappelle. Je cite ces deux grandes agglomérations. Bukavu, Goma, je les cite. Et je connais mieux ces deux parties-là. Mais ça sera automatiquement ce que nous refusons la balkanisation. Parce que oui, Maïndombe, oui, c'est à côté. Ici, c'est un peu... ça n'a pas la densité qu'a aujourd'hui Bukavu ni encore Goma. Donc pour moi je dis que cette rébellion risque de donner des béquilles à Tshisekedi de ne pas organiser les élections. Voilà, merci beaucoup monsieur Mutombo. Je reviens vers vous, monsieur Diana. Vous avez suivi les propos de monsieur Mutombo. Mais la question que je vous pose, c'est une question plutôt de jurisprudence. Nous avons eu dans ces pays des élections sans Béni, sans Butembo, à cause de la maladie et du conflit sécuritaire qui existait à l'époque. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a conditionné, je dirais, l'organisation des élections par l'imposition de la paix dans la partie est du pays. C'est lui le garant de la nation. Qu'il impose la paix, d'abord, et par la suite, organise les élections. Qu'est-ce qui lui manque ? Sur la question de la guerre de l'Est, je me souviens combien de fois on a indexé Joseph Kabila. J'ai toujours dit aux gens, et j'aime une phrase dans l'Holocauste du Congo, le livre de Charles Onana, qui dit « La crise de la RDC, dès lors que vous sortez dans un contexte historique, vous vous perdez. Parce qu'il y aura forcément des éléments factuels pour justifier chaque orientation. » On est dans un contexte où cette bataille-là est une bataille voulue. La difficulté, c'est que le Congolais intègre la chaîne de commandement parfois pour des raisons mercantiles. Quand il le dit, moi je vois sur l'angle politique, je le vois différemment. La première des choses, c'est que pour qu'on arrive à affirmer des choses haut et fort comme ça, quand on sait qu'on est un État, aujourd'hui qui a pris de l'élan et qui est dans le rapport avec les institutions de Bretton Woods, il faut forcément bénéficier d'un grand soutien au niveau international.
Je vous rappelle que la discussion sur les élections a déjà eu lieu. Le représentant des Nations Unies qui est arrivé ici en a discuté comme question prioritaire. Quand il le dit, et même moi, dans l'exégèse du point de presse hier, sur la plupart des questions brûlantes de la vie politique, je sentis un chef de l'État rassuré d'un accompagnement, et j'ai l'impression que particulièrement des Américains. Parce que dire haut et fort que si jamais on ne sait pas résoudre le problème de la guerre de l'Est, il n'y a pas élection, c'est presque défier la classe politique. Or, dans cette classe politique aujourd'hui, on sait tous qu'aujourd'hui l'opposition est restée sur les plateaux de télé, sur les réseaux sociaux. Pour la plupart, c'est ceux qui sont au niveau de la diaspora qui continuent à mener des lobbying de l'extérieur. Mais le seul conseil que je donnerais, c'est que monsieur le Président de la République, les assurances des Américains ont séparé le Soudan. Ils ont donné des assurances, finalement le Soudan s'est retrouvé scindé en 2 États. C'est bien aujourd'hui parce que nous connaissons les dynamiques, les approches diplomatiques qu'on a engagées avec les États-Unis, mais je lui demanderai beaucoup de prudence avec les Américains. Autre chose, quand il affirme comme ça peut être aussi une porte de sortie quand on sait qu'on a un blocage. Quel est le discours qu'il développe sur la gestion de la crise de l'Est? Je me rappelle, il sort de Washington et des Doha après discussion. Il va au Global Gateways 3 mois après la signature de l'accord de Washington. Pendant que le mécanisme se mettait en place pour vérifier les responsabilités, les engagements des uns et des autres, devant les États européens, il dit la problématique de cette guerre, c'est Paul Kagame. Le jour où il décide de se retirer, on trouvera une issue favorable à cette question. Après, il a lié, Joseph Kabila a dit, il est également partie prenante. Chose qu'aujourd'hui, les sanctions américaines lui donnent raison et crédibilisent le procès organisé en interne. Quand Kinshasa l'avait sanctionné pour ses implications avec l'M23, le fait que c'était la justice interne, c'était pris à la légère. Aujourd'hui, la sentence américaine crédibilise un peu ces procès-là et lui donne une position. Quand il le dit, est-ce qu'il n'est pas, d'une manière ou d'une autre, en tête des filles, il dit, tant que vous continuerez à faire la guerre là-bas, je ne lâche pas le pouvoir. Ouais. Mais la question, quels sont les arcs-boutants de droit qui lui permettraient de parler comme ça? Quelle est la base légale d'une telle déclaration? Il n'y en a pas. C'est ce que je dis, on est sur un terrain purement politique. Et un peu comme l'Occident aujourd'hui commence à faire de la diplomatie des réseaux sociaux, nous également on a atteint une dimension de la diplomatie communicationnelle. Un rapport de force politique communicationnelle où les choses se règlent comme ça. Parce qu'en termes de dialogue, il y a un débat de sourds. Et finalement, chacun prendra une posture tangente. Et surtout, lui, rassuré, il a toujours dit opposition est à péter. Confiant de cette faiblesse de l'opposition, il s'est dit écoute, on va y aller, question de faire fléchir les autres. Dans cette marmaille-là, vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, tu sais qu'il met tout le monde au défi, apparemment. L'opposition politique, l'opposition armée, en même temps. Vous trouvez les mots pour conclure ce que je voulais dire. C'est un défi qui est lancé. Maintenant, on attendra voir ce qui arrivera. Mais, de manière factuelle, vous citez une jurisprudence ici de Boutembo et de Beni pour des raisons sanitaires. En termes de couverture, en termes d'espace, vous verrez qu'aujourd'hui, la problématique est plus grande que la limitation que vous faites autrefois des Beni et Boutembo pour des raisons sanitaires. Ça voudrait dire qu'il pouvait y avoir un mouvement de masse, parce que je me rappelle, quand vous parlez de l'occupation de Beni Boutembo, j'étais encore au niveau du ministère de l'Éducation, on a organisé des épreuves certificatives dans ce zone-là. Oui. Ça veut dire qu'on est encore dans un contexte où le contrôle étatique s'exerce, mais pour des raisons de quarantaine, on ne pouvait pas organiser des mouvements de masse tels que les élections. Et encore que, il y avait un élément factuel, c'est qu'on pouvait reconduire par procuration ceux qui avaient eu le suffrage lors des élections précédentes, le temps de pouvoir réorganiser les élections. Là, on est dans un contexte où c'est Beni et c'est Goma, c'est Bukavu. Non seulement des chefs-lieux de zones stratégiques, étendus à d'autres périmètres. Parce que généralement, quand on parle de Nord Kivu, aujourd'hui, c'est le 1/3 de Nord Kivu du Nord Kivu qui est occupé. 1/3, effectivement. C'est différent du contexte autrefois. Là où je suis d'accord avec vous, c'est que le chef de l'État s'est lancé a pris un couteau à 2 tranchant. Si tu ne peux organiser les élections pour des raisons
d'occupation et des raisons de légitimation de ces derniers vis-à-vis de votre élection, même en cas de référendum, ça voudrait dire qu'on souffrirait de la même maladie. Tout à fait. Donc on est dans un contexte où il a dit un truc, un piège qui risque de se refermer contre lui pour le référendum. Sauf si on nous trouve une idée ingénieuse aujourd'hui, parce que je connais, on peut y trouver avec les réseaux sociaux, Tout est possible. On va organiser un sondage là-bas et puis en ligne, les gens vont donner leur point de vue. Ben, si vous êtes capable de le faire comme ça, faisons-le également pour les élections. Donc en gros, c'est ça l'impasse. Mais je pense encore une fois de plus qu'il s'agit ici d'un défi politique lancé. Et je peux aller encore plus loin. Aujourd'hui, au niveau géopolitique, il y a eu une forte bataille et les États-Unis veulent récupérer une place revendiquée depuis toujours. La polarisation de blocs au niveau international, notamment avec la naissance du BRICS et la toute-puissance de la Chine qui continue à aller de manière croissante, les États-Unis ont revu leur politique africaine. Ils ont mis des bases à gauche, à droite. Ils ont mis de vallées en Afrique, particulièrement pour le Kagame, pour servir leurs intérêts. On s'est rendu compte que depuis tout ce temps, le pillage des ressources de la RDC a servi beaucoup plus la Chine que les États-Unis. Ils ont décidé de mettre le pied dans le plat en étant impliqués directement dans la gestion de certaines ressources en République démocratique du Congo. Ok. Maintenant, les Américains connaissent également la culture politique congolaise. J'ai négocié avec Tshisekedi. Dès que Tshisekedi quitte le pouvoir, c'est le chaos. C'est tabula rasa, c'est comment reconquérir, c'est comment recommencer. Vous voulez, je vous donne un exemple. L'une des raisons de la vente de Teke Fungurume, c'est justement cette question-là. Quand on parle souvent de climat des affaires et les indicateurs doing business, j'aime ces différences-là. Les indicateurs doing business reviennent essentiellement sur les indicateurs économiques. Mais quand on arrive au niveau du climat des affaires, il y a une donne importante qui s'ajoute, la stabilité politique. Et qu'aujourd'hui, l'assurance qu'il a derrière, c'est peut-être derrière l'establishment américain qui s'est dit, écoute, nous on veut faire un travail avec, on pense que tu seras l'homme qui peut continuer jusqu'à ce que le projet soit implémenté, et le reste on verra après. Il n'en sera pas le premier. On a en face de nous des cas légions, lui-même Paul Kagame, c'était le cas chez lui. On lui a dit, écoute, on veut faire un travail avec toi au niveau de la sous-région, puisque tu gères les intérêts, reste là. On lui a donné tout le moyen possible pour faire ce qu'il veut. Sassou Nguesso ici, je n'en parle même plus. Donc au niveau de la sous-région, il y a des cas légions. Sommes-nous arrivés à ces niveaux-là? Telle est la question. Et donc on est dans un contexte, comme moi je suis, je senti quelqu'un très assuré, très confiant dans ce qu'il dit, fort d'un soutien, fort d'un engagement. Et encore dans le timing, vous verrez que c'est arrivé après que, en fait, de manière véritable, la seule personne qui constitue un contrepoids pour son pouvoir, Joseph Kabila, a subi une sanction américaine. Quelque temps après, il décide de venir parler avec autant d'assurance, avec autant de certitude. Est-ce que sommes-nous arrivés à ces niveaux-là? Si tel est le cas, qui pourra engager un rapport de force capable de ramener les choses sur terre? Voilà. C'est là où on verra la force des uns et des autres, c'est là où on verra le véritable jeu politique. Mais je crois que quand vous suivez, tout est sur le jeu politique. Si on veut aller sur le juridisme, on aura mille et une interdits. Qui fera ce rapport des forces? C'est la question que l'on se pose quand on sait que Moïse Katumbi est en exil, Franck Bidongo est en exil, le jeune opposant, j'ai oublié son nom, Seth Kikouni est en exil, et bien d'autres. Qui fera ce contre-plan? C'est la question que l'on se pose. Alors, je vous pose une sous-question. Bien sûr. Monsieur Diana, aujourd'hui, il y a un processus de dialogue en cours. Kabila, qui est de l'opposition, est sanctionné par les États-Unis. Tshisekedi défie l'opposition politique et armée. Il a conditionné l'organisation des élections par l'imposition ou le rétablissement de la paix dans la partie est du pays. Est-ce que ces déclarations vont-elles influencer négativement ou impacter négativement le processus de dialogue en cours entre Kinshasa et les rebelles du 1-23? Moi, je pense plutôt que c'est lui qui est passé à autre chose. Il a déjà pris l'initiative pour un dialogue, son absent n'a pas été mordu. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un dialogue. Le prisme de Kinshasa aujourd'hui, c'est qu'il y a une opposition non armée en interne et une opposition armée. Pour Kinshasa, pas question de pouvoir mélanger. Si Washington était une discussion avec l'État voisin au niveau external avec le Rwanda, Doha est une discussion interne avec les forces armées. Si Kabila est reconnu, ça veut dire que le cadre pour discuter avec lui, c'est Doha. Ce n'est pas un autre cadre. Ça, c'est le prisme de Kinshasa. Et depuis toujours. Raison pour laquelle, pour fragiliser, pour asseoir cette thèse-là,
Kinshasa a lancé des consultations ici par un envoyé spécial du chef de l'État, Ebérande Kolongele, à l'époque. Malheureusement, l'opposition a un angle d'avis aussi différent. Ils n'ont pas mordu à cet hameçon-là. Au niveau de la sous-région, il y a eu une forte pression, notamment exercée au niveau de l'Union africaine pour qu'il y ait un dialogue, pour qu'il y ait une forme de coordination sur les initiatives de dialogue. Kinshasa s'est montré fermé. Il dit, je ne peux pas avoir les mêmes personnes qui influencent les discussions au niveau militaire avec le M23 et qui viennent s'engager politiquement. Et moi, je le comprends de ce point de vue. Pourquoi? Parce que quand j'ai vu les premières conditions posées par le M23 lors des discussions de Doha, je me suis dit, on n'est pas sorti de l'auberge. Libération des prisonniers politiques, instauration des confiances entre partis et organisation des dialogues en interne. Quel est le parallélisme que vous faites d'un mouvement rebelle qui a des revendications nettes, mais qui exige un dialogue en interne? Parce que le cadre des discussions de Doha est encadré et limité par le terme de l'accord de Washington, qui ne donne pas beaucoup de marge et qui est sous supervision d'une puissance. Or, le dialogue politique en interne est une carte blanche. On les fait généralement comme sous forme d'un palabre. Mouzé, à un moment, a utilisé le terme la révolution, pardon. On est dans un contexte où on octroie une forme de blanchisserie à ceux qui ont commis des forfaitures, qui débouche généralement par une forme d'immunité qui arrive par l'intégration de ces derniers dans les institutions. Faire une discussion dans un cadre limité au niveau de Doha, où il y a un regard des États-Unis avec des mécanismes bien ficelés, ne va pas dans les intérêts des agendas établis par ces derniers. D'où il faut sortir de ce cadre et amener ces débats sur un terrain politique pour justifier. Raison pour laquelle vous verrez, il y a une proximité entre les revendications de mouvements rebelles et les revendications politiques des organisations proches. Par exemple, l'AFC aujourd'hui, il faut dire un peu même le PPRD et les autres, qui ont un langage un peu plus proche des autres, vous verrez qu'il y a une similitude dans les éléments de langage. Ce qui fait que dans cette cacophonie-là, il a fini par se résoudre, il s'est dit, le dialogue tel que voulu par là, je ne le fais pas. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez, un peu gonflé à bloc, il défie tout le monde et il met tout le monde devant un fait accompli. La question lui a été posée par le vieux Innocent Olenga. Vous vous montrez ouvert au dialogue, est-ce que si Joseph Kabila? Vous voyez la chronologie des réponses données par le chef de l'État, il est revenu dans l'historicité de leur relation d'avant, exprimant un regret. Tout ce que j'ai apprécié, c'est qu'il a parlé de Joseph Kabila avec beaucoup de respect, contrairement à la plupart de ses collaborateurs et communicateurs qui viennent sur le plateau, qui se montrent extrêmement impolis. Il a parlé avec beaucoup de respect, preuve d'éducation. Mais quand vous suivez sa réponse, vous avez le sentiment de quelqu'un qui émet beaucoup plus de regrets et qui estime qu'on a atteint le point de non-retour. Parce qu'il ne devrait pas retorquer la question à Innocent Olenga de savoir si je vais rencontrer Joseph Kabila, je le rencontre où. Ça veut dire qu'il y a déjà une limitation, il y a un problème de point de vue. On lui dit, mais si vous êtes d'accord, c'est à vous de décider où vous le rencontrez. Est-ce qu'il accepterait de revenir au pays? Ça, ce n'est pas une question qu'il devrait poser à Innocent Olenga, parce que lui, en tant que chef de l'État... S'il rentre au pays, on l'arrête. Parce qu'il y a un fait de droit qui fait de lui condamné à mort. Dès lors qu'il foule les pieds ici, il sera arrêté. Or, on sait que le chef de l'État, même pour la plupart de ses collaborateurs, je citerai Vital Kamerhe, Constant Moutamba, quand ce sont des affaires judiciaires, il n'intervient presque jamais. Vous comprenez? Dans la dialectique, vous comprenez que c'est une histoire un peu fermée parce qu'il a posé la condition sur l'espace et sur la nature des discussions. Donc pour moi, j'ai compris au-delà de mots, une forme de fermeture, c'est dire, je lui ai donné toutes les chances possibles. Et aujourd'hui, moi, je veux passer à autre chose. Donc on est dans ces contextes-là, mais on dit seuls les idiots ne changent pas d'avis. Attendons voir qu'est-ce que ça va donner la suite. Et encore que, il s'est refermé après une multiplicité des lobbying contre l'accord de Washington, contre les initiatives qu'il aurait prises aujourd'hui. J'ai comme l'impression que dans son cœur, il s'est endurci un tout petit peu. Et c'est ce qui justifie un peu la posture qu'il avait prise lors de cette conférence de presse. Très rassuré, très direct. Je sais que depuis toujours, il est politiquement incorrect. Il dit tout ce qui lui traverse l'esprit, en toute sincérité. Mais là, il était gonflé à bloc. Il a dit des choses sans passer par le dos de la cuillère. Et pour moi, le dialogue en question, je crois que il faut beaucoup de miracles, il faut beaucoup de contraintes pour que finalement il se retrouve encore autour d'une table. Espérons que les États-Unis vont contraindre les rebelles à négocier avec Kinshasa. Monsieur Mutombo, vous avez suivi les réactions de M. Diana. C'est là, vous êtes du même avis que lui. Et la seule question que je vous pose, que je m'étais posée d'ailleurs, est celle de savoir qui du rang de l'opposition est contré Kabila, plutôt
Tshisekedi a changé la constitution de notre pays et s'éterniser au pouvoir quand on sait que les grands opposants sont tous exilés? Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup mon ami Diana dans ses interventions. Moi, depuis 2023, juste après les élections, quand on parlait des dialogues, moi, je me disais que l'histoire de la politique est juste un cycle. Donc, on revient toujours au même fait. Moi, je vois par contre un mouvement de dialogue interne, mais justement pour trouver une solution de l'après 2028. Si nous avons eu un dialogue ici sur place pour permettre à Joseph Kabila de prendre 2 ans pour enfin organiser les élections, je crois que dans la vision, dans le mouvement interne, dans la dynamique interne, c'est pour aussi arriver un jour à organiser un dialogue avec les opposants qui seront sur place et avec même ceux qui aimeront bien participer mais qui seront à l'extérieur du pays pour revenir ici pour qu'enfin Tshisekedi arrive justement à passer de 2028 pour donner justement sens à son envie manifestée de passer de 2028 à je ne sais pas moi à X temps. Parce que monsieur Diana l'a dit ici, Joseph Kabila est déjà out, il est déjà hors jeu. Il y a Moïse Katumbi. Bon, je trouve que celui qui peut faire un contrepoids, parce qu'au début même des élections, avant que Tshisekedi n'arrive au pouvoir, celui qui était le plus proche de Tshisekedi, c'était Moïse Katumbi. Et dans la politique, il n'y a pas ce mot-là, impossibilité. Moi, je pense que celui qui peut permettre à Tshisekedi de résister ou d'aller au-delà de 2028, ça sera peut-être cette coalition entre Tshisekedi et Moïse Katumbi lors d'un dialogue. Ça va arriver justement à un partage du pouvoir où l'autre opposant Katumbi viendra au pouvoir et pourquoi pas aussi associer Martin Fayulu. Pourquoi pas? Parce que Martin Fayulu affiche des aptitudes de quelqu'un qui est aujourd'hui prêt à coopérer. Il n'est pas dans l'extrémité comme il était auparavant. Il est aujourd'hui en train de souffler les chauds et les froids pour justement demeurer dans l'actualité. J'ai appris d'ailleurs que ce vendredi, Martin Fayulu va tenir une conférence de presse, peut-être pour rétorquer à ce que Tshisekedi a dit hier lors de la conférence. Je trouve que les deux personnalités politiques peuvent permettre à Tshisekedi d'organiser l'après 2028 tout en acceptant justement de partager le pouvoir. Alors, Joseph Kabila, avec tout ce qui pèse déjà sur lui, les faits qu'on l'a accusé d'être proche des M23, les gens n'avaient pas accepté à l'époque. Les États-Unis aujourd'hui, en sanctionnant ces derniers, donnent carte blanche à Tshisekedi d'être, je dirais, comme un prophète. On dirait que l'opposition est fragilisée. Très fragilisée, parce que même en interne, aujourd'hui, qui fera face justement à Tshisekedi quand on est opposant? Je trouve en interne ici il n'y a personne. Même à l'extérieur du pays, est-ce que Moïse Katumbi, nous avons vu d'ailleurs Moïse Katumbi lors des élections ici, chez nous là-bas, dans la commune d'Injil, quand il fallait mobiliser les gens. Moïse Katumbi n'avait même pas mobilisé plus de 500 personnes. Même lors des marches, nous voyons déjà à quoi ça ressemble. Celui qui est ici en interne vient de l'UDPS, M. Jean-Marc Aboun. Est-ce que Jean-Marc Aboun pèse par rapport à l'UDPS comme machine? Je ne trouve pas. Donc pour moi, la seule façon de Tshisekedi d'être autour d'une table, ça ne sera pas pour renégocier les choses, mais ça sera peut-être pour penser, voilà le mot, pour légitimer l'après 2028 quand il voudra bien demeurer au pouvoir. Donc c'est lui qui peut jouer les jeux. C'est avant tout Moïse Katumbi qui viendra de ce mouvement-là, de M23, des exilés, pour venir ici et en interne. Je crois que ça sera le cas avec Fayulu. Alors, face à cette impuissance de l'opposition politique en RDC, est-ce que le peuple congolais peut-il compter sur l'Église catholique, quand on sait que l'Église catholique est très pointue contre le régime, s'il veut faire des choses en l'encontre des intérêts de la population? Nous avons suivi les marches organisées par les CLC, Comité laïque de coordination, qui a mobilisé autant de monde pour dire non à tout ce qui est Kabila partout, mais à certaines choses que l'Église trouvait incohérentes à l'époque. Est-ce qu'on peut compter sur l'Église catholique? Oui, l'Église catholique a toujours joué, depuis 1960, l'Église catholique a toujours joué un grand rôle justement dans
dans les moments forts, dans les grands moments de la politique en République démocratique du Congo. Mais il faut aussi prendre en considération un élément. Dans la plupart des cas, c'était l'UDPS qui était dans l'opposition, qui parfois appuyait l'Église catholique. Je me rappelle encore lors de cette marche de l'Église catholique, quand Rossi Mukendi est mort. Donc c'était dans cette dynamique-là de l'Église catholique, mais il y avait une main noire de l'UDPS qui était aussi derrière, parce que l'UDPS marchait. On était au quartier des Bonhommes, on a vu l'UDPS accompagner justement l'Église catholique du quartier des Bonhommes. Alors, actuellement, l'Église catholique, je dirais que celle-ci est aussi presque fragilisée, on dirait, en interne. Parce que nous avons vu lors des sorties de l'abbé Cholet, il y a eu également des abbés je crois, de Mbujimaï, du Congo central, qui avaient aussi réagi par rapport aux propos de Cholet et de Ambongo, par exemple. Donc en interne, je trouve qu'ils sont aussi un peu fragilisés. Si à l'époque, il y avait des mouvements qui se faisaient dans les rues directement, mais actuellement, je trouve que l'Église catholique, avec cette forte propension des églises des réveils, nous avons vu récemment d'ailleurs qu'il y a eu une conférence au niveau du fleuve Congo, où les églises des réveils se sont prononcées ouvertement pour le changement de la Constitution. Ouais. Du coup, nous risquons de se retrouver devant... C'est un problème de crédibilité en dehors de la force de mobilisation. Non, est-ce que ces pasteurs inspirent confiance? Mais actuellement, si nous... D'abord, la RDC est un pays laïque. Si nous regardons en termes de pourcentage, les églises des réveils aujourd'hui réunies représentent plus de pourcents par rapport à l'église catholique, à moins que je me trompe. Donc, d'une part, nous aurons l'église catholique qui va mobiliser ces gens pour dire non au changement de la Constitution, mais de l'autre côté, les églises de réveil, ce qui ne se faisait pas à l'époque, les églises de réveil peuvent aussi sortir pour appuyer justement ce mouvement-là. Je me dis que la sociologie actuelle nous oblige à se retrouver autour d'une table pour justement gérer ces moments forts qui vont arriver justement en République démocratique du Congo. Parce que d'une part, nous aurons l'église catholique, si par exemple à Mbongo donner de mots d'ordre pour permettre à leurs fidèles, par exemple, de marcher ou de faire des protestations. De l'autre côté, les Mukuna, les Mutomboka Lombo, les autres là, vont appeler aussi leurs fidèles à manifester. Et puis derrière eux, il y a d'abord l'IDPS, parce que l'IDPS est une machine justement à mobilisation. Si hier, il les faisait sans moyens, sans quoi, par la volonté... Aujourd'hui, on a des moyens. Aujourd'hui, non seulement qu'ils ont les moyens, mais ils ont cette volonté-là d'atteindre, cette volonté-là héréditaire justement de vouloir manifester. Moi, mon humble avis, s'il y a une solution, une proposition que moi je peux faire, c'est de se retrouver autour d'une table pour gérer politiquement, comme l'a dit mon ami Diana, cette question pour trouver justement des solutions afin que les sangs ne coulent pas encore une fois depuis. On doit éviter les bains de sang en RDC. Nous allons prendre le tout dernier sujet avant de se quitter. Il s'agit de cet appel du chef de l'État. Je commence par vous, monsieur Mutombo. Face à la guerre, le chef de l'État a appelé le journaliste au patriotisme. La guerre, elle est aussi médiatique. Tout à l'heure, M. Diane a parlé des prismes de la guerre. Pensez-vous que le patriotisme peut exclure l'impartialité des journalistes? J'ai dit sans réfléchir, oui. Comment? Explique-toi. Parce que un journaliste appartient d'abord à un État. Et il est d'abord le premier protecteur de cet État-là. Si cette information-là va à la contre, là c'est mon avis, si cette information-là va à la contre justement des intérêts de ce pays-là, même les Français, ceux qu'on présente comme des médias modèles, les font aussi. Il faut juste voir quand leurs équipes jouent, écouter seulement leurs commentaires. Mais moi, mon problème ou ma préoccupation réside à ce niveau. Qu'est-ce que le pays fait pour ce média-là? Voilà. Donc c'est simplement à ce niveau-là. On nous demande, par exemple, nous qui sommes dans les médias en ligne, d'utiliser nos petits mégas, des petites connexions, les peu de coupage que nous avons, que nous refinançons nos journalistes, que nous payons parfois nos journalistes. On nous demande, nous, de
mettre encore ces petits moyens-là pour la défense des nations. Oui, patriotisme. Patriotisme, c'est naturel, ça doit être naturel pour moi, je dirais même gérer l'information qui risque d'influencer négativement l'intégrité du territoire national. Mais je me dis que si aujourd'hui la guerre est informationnelle, la guerre a besoin d'un financement sérieux. De la même manière que l'État congolais s'investit dans l'équipement des militaires, l'État congolais doit aussi s'investir de plus en plus pour équiper des journalistes, équiper des médias. Les journalistes qui sont parfois à la télé, je vois mon ami Diana qui défend les pays atteint un contre-temps. Mais vous verrez que parfois il n'a aucun soutien, aucun appui. Il est fait parce que peut-être il parle bien, il a fait des bonnes études, il aimerait peut-être partager aussi ses avis sur. Mais qu'est-ce que l'État congolais fait justement pour donner les moyens afin qu'il partage justement ses avis? De l'autre côté, nous voyons qu'il y a à peu près aujourd'hui évalué à 5000 comptes sur Twitter qui relaient en temps et en contre-temps des propos parfois mensongers. Mais il y a des équipes numériques qui sont véritablement bien financées, qui sont bien équipées pour attaquer la RDC sur le plan médiatique. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'on fait de nous? J'ai appris hier, quand je dirais pas ça, mais les journalistes qu'on invite, les journalistes qui sont proches du pouvoir, qui parlent pour défendre le pouvoir, qui écrivent des articles pour défendre le pouvoir, qu'est-ce que l'État congolais fait pour eux? On voit facilement que quand on ramène une coupe ou une qualification, on voit facilement on donne des jeeps, on donne des parcelles, on donne des médailles. Mais pour des journalistes, qu'est-ce que l'État congolais fait pour eux afin qu'ils soient de plus en plus indépendants pour défendre l'intégrité du territoire national? Voilà, l'indépendance dans le traitement de l'information. Monsieur Diana, vous avez suivi l'État qui vous appelle, vous journalistes, nos journalistes, d'être patriotes face à la guerre. Ça vous inspire quel commentaire? Je crois que quand vous observez très bien, cette situation de journaliste qu'on qualifierait de non-patriotes n'est pas un mal abstrait. Vous savez, le journalisme est avant tout un métier. On est citoyen, ok. Autant que certains politiques, par famine, décident de dériver, autant que certains journalistes également, pour nourrir leur famille, prennent des tangentes, parfois sans mesurer les conséquences des actes qu'ils posent. C'est bien d'appeler au patriotisme, mais la question c'est que qu'est-ce que l'État fait comme réforme pour pouvoir encadrer ce métier-là? On est dans un métier où, cher ami, aujourd'hui, quand vous arrivez devant les gens, parfois c'est pas très aisé de dire aux gens que je suis journaliste. C'est honteux. Je me rappelle encore 2006, quand vous mettez les pieds au niveau de l'Assemblée nationale en tant que journaliste, ce sont les députés qui venaient vers vous pour solliciter la prise de parole. Actuellement, c'est le contraire. Aujourd'hui, c'est le contraire. Parfois, les gens vont solliciter, ils tiennent parfois des mots très durs vis-à-vis de journalistes. Mais bon, c'est leur métier, ils humiliant. ont le choix. Donc, on est dans un contexte où, certes, ce qu'il dit, c'est vrai. On est d'abord citoyen avant d'être journaliste. J'ai toujours dit aux gens, le vrai représentant de la population, c'est d'abord le journaliste. Les députés ont un mandat de 5 ans, mais un journaliste est un représentant à vie. C'est à vous, c'est pourquoi on est le 4e pouvoir. Sur papier. Non, pas sur papier, même dans le fait. J'ai toujours contredit les gens qui pensent que c'est sur papier. Ce métier a fabriqué l'ensemble de la classe politique. Vous verrez, la moitié, ce sont des gens fabriqués par des médias. J'ai dit bien la moitié. C'est des gens fabriqués par des médias. Le problème, c'est que comme tout politique, on l'appellerait de l'ingratitude. Quand ils arrivent, ils sont nepotiques. Ils prendront d'autres personnes. La culture du combat n'existe pas. Mais on ne va pas s'attarder sur ça. On ne va pas venir pleurnicher. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc on est dans un contexte de patriotisme. Oui, le chef de l'État a raison. Il est donc de droit. Parce que où exercerez-vous votre métier de journaliste si jamais cet État a implosé ou on était dans un contexte extrêmement de guerre? Je crois qu'à un moment donné, c'est une question cruciale. Mais en retour, on demanderait également au gouvernement de pouvoir prendre des précautions. Ce corps de métier est un corps important. J'ai toujours dit aux gens, dans la trilogie du pouvoir, le journaliste est indispensable. De nos jours, le journaliste est indispensable. C'est vrai que l'avènement de la nouvelle technologie a presque bradé la nature et la conception du journaliste. On ne sait plus définir les limites, qui est journaliste et qui ne l'est pas. Mais je crois que le vrai journaliste se distingue toujours par la méthodologie. Et quand ils font un truc, tu sauras que ça, c'est un journaliste, c'est quelqu'un qui a appris, c'est quelqu'un qui a étudié. J'aime toujours, permets-moi de faire un clin d'œil. Depuis un certain moment, je suis en train de suivre de très près. Parce que c'est pour une étude, je vais un peu voir, définir l'aura et l'orientation de chaque
de chaque orientation du journalisme. Je me suis rendu compte qu'en dehors, pour ne pas le faire, en dehors de Nazis Mutombo aujourd'hui, il y a un ami Joey Bangato qui, quand il fait sa chronique, tu t'es dit, celui-là, il a très bien étudié, il a pratiqué le métier. Ce sont les deux journalistes professionnels. Tu te dis, il est allé à l'école, il a pris le temps de pratiquer le journalisme, il est dans la culture par choix, parce qu'il sait que c'est une chronique. Il n'est pas là par de fait. C'est-à-dire que, Kune Futarana Kimakuna. Non, c'est pas ça. Et dans mon étude, j'ai fait un effort de recouper à gauche à droite. J'avais dit non, quand on était avec lui en rédaction, à un moment donné, il faisait le travail des secrétaires de rédaction, il corrigeait les papiers. Et donc, à un moment donné, ce métier, quand on le veut, quand on l'aime, il y a des gens qui le font bien, mais l'État doit veiller à ce que ce travail ici, qui est, je dis, un des piliers dans la trilogie du pouvoir entre les dirigeants et les dirigés, de pouvoir mettre en place. On a eu une loi qui a été adoptée aujourd'hui qu'on appelle la loi Mouyaya, malheureusement qui veut encadrer. Qui d'ailleurs définit ce qui influence ces professionnels. Mais malheureusement jusqu'à aujourd'hui, ça ne sert à rien de définir dans une loi sans que cela soit applicable aujourd'hui. Il faut qu'on trouve un mécanisme et moi je suis tout à fait d'accord qu'on bascule sur un ordre de ce métier pour remettre de l'ordre parce que la déliquescence de l'État, de la société d'aujourd'hui, le dérivé de ces métiers en est pour beaucoup. Malheureusement, je suis désolé. On a laissé la place à des gens qui n'avaient pas qualité. Ils ont tellement fait des bêtises qu'aujourd'hui, ils ont presque détruit la culture de la société. Et je crois que si on veut remettre les choses dans le rail, il y a une responsabilité de l'État dans la restructuration. Quand je dis restructuration, je ne demande pas à l'État ici d'aller dans l'idée de forcément augmenter le coupage des médias. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est une forme de dette morale qui aliène l'information. Ici, voilà pourquoi aujourd'hui, on ne parle plus de coupage, on parle des frais de diffusion. Parce que le coupage a un sens péjoratif. Non, mais c'est quoi vous changez le langage, mais dans le fond, l'esprit reste le même. On parle des frais de diffusion parce que autant aujourd'hui, on a parlé du marketing politique pour enlever le terme propagande qui sonnait péjorativement. Est-ce que pour une information, on a le droit de diffusion? Depuis quand dans la notion? Dans la pratique du journalisme. L'information est gratuite, la communication est payante. Et heureusement que vous le savez. Donc on est dans un contexte aussi, même l'information commence à payer comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un vice. Il faut reconnaître aujourd'hui avec le métier du numérique, il y a ce qu'on appelle l'infoprenariat, une manière de vendre l'information. Jeune Afrique le fait. Il y a des articles que pour les abonnés, c'est aussi pour répondre aux besoins de modèles économiques de médias. Parce qu'il y a eu des médias d'investigation, il y a eu des enquêtes qui nécessitent de ressources de fonds. À un moment donné, chacun doit participer pour que ce travail-là continue pour notre bien-être. Donc ça, ce sont des modèles économiques à définir. Dans le contexte congolais, ça sera difficile de demander à quelqu'un de prendre un abonnement de $100 ou de $50 pour des articles. Il vous dira Nambongoni n'a gagnera combien. Donc l'État a une responsabilité. C'est bien de nous interpeller, mais c'est aussi bien de pouvoir faire les choses comme il se doit. Et même dans les approches judiciaires, je suis par là, faire un effort de pouvoir établir un lien et une protection de journalistes. Le journaliste est un candidat quotidiennement à la prison. Aujourd'hui, on nous a mis des institutions d'autorégulation avec des mesures disciplinaires, avec des instances en interne pour pouvoir réguler et contrôler les journalistes, mais eux-mêmes, les politiques, ne le respectent pas. Ils vont directement au pénal alors qu'il existe un tribunal de paix. Quand il y a une faute, demander réparation au lieu de pouvoir aller forcément dans l'intention de nuire. Donc tout ça rentre dans le cadre du contexte et de l'écosystème de l'exercice du métier de journalisme. Il y a des failles, il y a des difficultés. Mais j'espère que le chef de l'État prendra la mesure. On l'a déjà vu venir en aide pour les différents congrès. On espère que ce n'est pas seulement financer le congrès. Il y a un bon nombre de mesures à mettre en place pour rendre libre et indépendante cette presse-là. Par exemple, instaurer une régie financière et une régie publicitaire qui définit combien va coûter une publicité en termes d'audimat et d'audience de chaque chaîne. Vous verrez qu'on donnerait de l'indépendance à ces médias-là, aujourd'hui qui malheureusement ne peuvent plus comme nous à l'époque, parce que ça fait 20 ans que je fais ces métiers. À un moment donné, pour un pack shot, pour un sponsoring d'un journal, pour une transition, un pack shot de 2-3 secondes, une société est capable de payer 5, 6 000, 10 000 dollars pour un journal. Aujourd'hui, il ne paye pas. Aujourd'hui, il a 1000, il appelle 10 médias, c'est 100 dollars, 100 dollars, 100 dollars par mois. Ça passe. On ne peut pas être patriote quand le ventre est en train de gargouiller et puis quand on voit les enfants. Je pense que le chef de l'État, son gouvernement sont en train de nous suivre et vont prendre en compte ce que vous avez dit de part et d'autre, qui est journaliste, qui ne l'est pas. Je pense que tout le monde est devenu journaliste aujourd'hui, mais la loi Mouyaya dit qu'un journaliste est professionnel et c'est un détenteur d'un diplôme de licence ou son équivalent ayant pratiqué ses métiers dans un organe de presse reconnu par l'État
et 80% de ses rémunérations proviennent de ces métiers, Ces métiers. de journalisme. Là, c'est un journaliste professionnel. Donc, au Prouve contraire, que tu as très tout bien le lu la monde langue, est journaliste. C'est bien, faut lire. Voilà, merci Il faut lire beaucoup. aussi le code d'éthique et déontologie. Justement, merci à vous, M. Mutombo, M. Diana, d'être venus Le et plaisir d'avoir est pour répondu à nos questions. Merci aussi à vous, chers Moi, internautes. c'est une première en Ethic News. Ouais, c'est une première. Vos impressions? C'est mon ami que je connais depuis, avec qui on se tient la main régulièrement. En tout cas, je ne peux que lui dire toutes mes félicitations. Ok. Les gens voient peut-être une Ethic News, ou vous voyez une Ethic News TV aujourd'hui. Ce métier a commencé il y a longtemps. J'y étais. Mike J'ai fait plus de 5 ans ici. Mike Mukeba est passé par ce média. Daniel Safo a presté pour ces médias en Ethic News. Oui. C'est quelqu'un de très organisé, de très structuré. Ça, ce n'est que la manifestation d'une vision qu'il a. Depuis Tout à fait. longtemps, en tout cas, on lui tire nos chapeaux et toutes les chances possibles, et qu'en cas de besoin, on sera toujours là. C'est pourquoi, quand on m'avait appelé, j'avais un programme. Ok. Mais je n'ai pas hésité à les mettre de côté parce que c'est aussi chez moi en Ethic News. Vous êtes chez vous. Merci beaucoup. Alors, cette émission touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.